à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Camus TV. En ce vendredi 14 mars 1970, nous allons vous présenter notre travail réalisé dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation 1970-1971. Nous avons différents reportages à vous montrer sur la libération de Clermont-Ferrand et de Lyon sur la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'été 1944. Nos spécialistes en histoire, M. Glimin et M. Navata, nous ont rejoints pour travailler sur ces sujets. Sur la base du volontariat, une dizaine d'apprentis journalistes nous ont rejoints chaque mardi pour étudier ces différents projets. Le premier sujet concerne la libération de Clermont-Ferrand. Le 27 août 1944, les troupes allemandes évacuent Clermont-Ferrand, occupé depuis 1942. La ville est libérée par les forces françaises intérieures. Les FFI entrent dans la ville par la rue devenue avenue de la Libération. Les collaborateurs les plus notables sont recherchés et arrêtés. Les résistants s'installent à la préfecture où sera constitué l'un des premiers comités, le comité départemental de la Libération. Aux archives du Puy-de-Dôme, nous avons la chance d'avoir conservé un film réalisé par Jean Baudin sur la libération de Clermont-Ferrand. Nos journalistes Radija, Nour et Lilia ont apporté leur voix à cette précieuse ressource à laquelle il nous manquait le son. Et voici leur reportage. Ce film a été tourné sur le vif lors de la libération de Clermont-Ferrand à partir du 27 août 1944. Jean Baudin, alors âgé de 18 ans, filme à l'épaule avec une caméra de format 9 mm. Il saisit ce reportage muet et il ne sera possible d'enregistrer le son que bien plus tard. La première séquence a été tournée où habitent ses parents, jusqu'à la place de Jode en passant par différentes rues du centre de Clermont-Ferrand. Ce film témoignage dure un peu plus de 12 minutes. Soit 45 mètres de bande. Jean Baudin est un ancien élève de Blaise Pascal. Sa passion pour le cinéma commence à l'âge de 16 ans lorsque son père lui offre une caméra. Nous voyons sur ces images que les Français se regroupent près de la préfecture dans un Clermont libéré. Lors de la libération, les Clermontois reprennent les cours de leur vie. Après des années d'occupation, il est incroyable de revoir les Français libérés dans les rues. À Clermont-Ferrand, les rues sont pleines. Tout le monde est joyeux. Les maquisards descendent des montagnes et défilent à travers la ville. Leur défilé débute à l'avenue des États-Unis. On voit les drapeaux des Alliés exposés sur les balcons des Français. Les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence. Le 15 août 1944, également, c'est le début de la libération de la France. Nous pouvons aussi voir des magasins allemands détruits, probablement par les Français. Dans les jours qui ont suivi la libération, la France met en place une épuration légale, mais aussi l'épuration sauvage, qui va concerner beaucoup de personnes, selon le journal La Montagne. 1800 personnes ont été arrêtées dans le Puy-de-Dôme. Parmi eux, 1400 sont arrêtés dans les 2 mois qui suivent. Sur les images, nous constatons que 2 femmes chantent sûrement la Marseillaise. Avant de quitter la capitale auvergnate et de laisser la place de jeu de Clermontois, les occupants vont se livrer à certaines destructions, notamment sur le terrain d'aviation d'Aulnay. Ici, nous pouvons voir l'arrivée des maquisards à la place de Jode. Après novembre 1942, la zone libre est occupée. Les Allemands s'installent à Clermont, les maquisards et les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur, défilent avec le drapeau français. On peut voir une maison occupée par les soldats allemands de la guerre. Il s'agissait d'un foyer des soldats, un lieu de détente pour les troupes d'occupation. Les derniers Allemands quittent la capitale le dimanche 25 août. La joie des habitants à l'arrivée des maquisards. Les maquisards remontent à pied sur la préfecture par le boulevard d'Euzé. Les habitants sortent par leurs fenêtres. Après les jours compliqués, le beau temps arrive pour la libération de la France. Avant la joie de la libération, un autre événement dramatique a eu lieu. Voici le travail de notre journaliste Alexis. Le quartier de La Plaine, situé au nord de Clermont-Ferrand,
est essentiellement composé des cités ouvrières Michelin. De nombreux habitants ont rejoint les réseaux résistants créés au sein des ateliers. Ils organisent la distribution de tracts et la fabrication de faux papiers pour les réfractaires au STO, service du travail obligatoire. Ils participent aussi à la réception des parachutages et à des opérations de sabotage. À partir de 1944, la milice procède à des arrestations dans ce quartier, le plus souvent suite à des dénonciations, comme ce fut le cas pour la famille Tourette. Le sabotage de la voie ferrée entre Clermont-Ferrand et Riom provoque des arrestations dans le quartier dès le 18 juillet 1944. Dans la nuit du 22 juillet, la milice et les groupes de réserve encerclent les cités munis d'une liste de noms. Les maisons sont fouillées le matin. Les premiers ouvriers sont arrêtés aux portes de l'usine. 123 personnes sont alors soumises à des interrogatoires. Certaines sont relâchées, d'autres fusillées et 18 personnes partent en déportation. L'une d'entre elles, Irénée Bachelet, ne reviendra pas. Une plaque rend hommage à ces déportés sur le monument aux morts de la rue Diderot. Afin de commémorer ce drame, nos journalistes Alexis, Cassie et Léa se sont rendus sur place rue Diderot. Bonjour à tous et à toutes, je me trouve devant le monument aux morts du quartier de la Plaine, rue Diderot à Clermont-Ferrand. Ce monument aux morts rend hommage aux nombreux habitants qui ont rejoint le réseau résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont organisé la fabrication de faux papiers pour les réfractaires de la STO. Ils participent aussi à la réception de parachutage et à des opérations de sabotage, par exemple la voie ferrée entre Clermont-Ferrand et Riom. Un mois avant la libération de Clermont-Ferrand en 1944, les Allemands raflent 123 habitants de la plaine, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté en masse des habitants. Très tôt le matin, la cité de la plaine est encerclée par les miliciens de Joseph Darnan et les groupes mobiles de réserve GMR. Presque tous les hommes et quelques femmes de plus de 16 ans sont emmenés à l'école Diderot pour un contrôle d'identité. Au total, 123 habitants de la cité et 4 plus qui n'habitent pas dans la cité sont emmenés dans des écoles ou à la prison de Clermont-Ferrand. Ces 123 personnes sont alors soumises à des interrogatoires. Certaines personnes sont relâchées, d'autres sont fusillées et 18 autres personnes partent en déportation. Parmi les libérés, il y a Raphaël Gimignani, âgé de 19 ans et futur grand cycliste. Le lendemain de la libération de Clermont-Ferrand, les Allemands qui occupaient Riom ont définitivement plié leurs bagages. À Riom, plusieurs personnages et événements ont marqué cette libération. Le 13 août 1944, l'évasion de la prison de Riom est symbolique en tant qu'acte de résistance pour tous les Auvergnats. Et voici l'interview faite par nos journalistes Léa, Cassie et moi-même sur la famille Desjarles. Bonjour, vous êtes toujours sur votre journal télé et aujourd'hui nous avons des invités spéciaux. Bonjour. 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 Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter et c'est parti, je vous écoute. D'accord, eh bien nous sommes des journalistes qui avons travaillé sur la famille Desjarles. Ce sujet nous a très vite intéressés car toute la famille faisait partie d'un groupe de résistants. Et aujourd'hui nous allons vous raconter leur histoire. Présentez-nous les membres de cette famille. Déjà, leur famille vivait à Riom. Parmi eux, il y avait la mère. Elle s'appelait Julienne Pauline et elle avait 39 ans. Elle tenait un petit commerce servant de boîte aux lettres aux militants communistes. Elle s'est fait emprisonner à la maison d'arrêt de Riom, puis libérée par la résistance le 13 août 1944. Et pour le père ? Le père, il se nommait Maxime Victor. Il était âgé de 43 ans. C'était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale de 14-18. Il était soupçonné par l'état d'activité communiste, c'est-à-dire qu'il souhaitait l'égalité de la société, qu'il n'y ait pas de classe sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fut interné également à la maison d'arrêt de Riom. Et le 28 juillet, il sera alors déporté par le convoi pour ensuite être emmené au camp de Dachau en Allemagne. Et ensuite, il mourra le 27 mars 1945 à Neckar. Et ils avaient des enfants ? Oui, leur fils Yves
âgé de 17 ans, était un maquisard. Il faisait partie du commando qui délivrait les prisonniers de Riom. Et la nuit du 13 août 1944, il est mort lors d'une course de cyclistes amateurs après la fin de la guerre. Comme certainement plusieurs familles, les Jarles étaient entièrement composés de résistants. Eh bien, nous vous remercions pour toutes vos informations, c'était super, merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment bien, merci pour cette interview. Au revoir et à la prochaine pour le prochain podcast. Notre rédaction a aussi réalisé un reportage sur les circonstances de la libération de la prison de Riom. Regardons-le maintenant. Retour sur un coup d'éclat de la résistance auvergnate, la libération de la prison de Riom. Le 13 août 1944, déguisés en officiers allemands, les résistants se sont fait ouvrir les portes de la maison d'arrêt de Riom dans le Puy-de-Dôme, libérant ainsi 114 prisonniers promis à la déportation ou à l'exécution. Cette prison comptait environ 115 détenus. Les conditions de vie dans les cellules étaient désastreuses. La mauvaise hygiène, l'affreux confort et le peu de ravitaillement laissaient les cellules et prisonniers en mauvais état. Des odeurs affreuses étaient aussi au rendez-vous, notamment celles des cadavres des détenus. La plupart des prisonniers étaient des délinquants de droit commun, comme vol, atteinte aux mœurs, détention de faux papiers, etc. Dans la nuit du 12 au 13 août 1944, la résistance réussit un coup audacieux. 114 prisonniers et prisonnières, dont une trentaine de condamnés à mort, sont libérés sans qu'il y ait une seule victime. Le 13 août, 114 prisonniers politiques incarcérés à la prison de Riom sont libérés. Le 20, donc une semaine plus tard, un des derniers convois part pour le camp de Dachau avec à son bord l'évêque pétainiste de Clermont Monseigneur Piguet. Et pour terminer, nous aimerions également vous partager le témoignage de notre journaliste sur Jean Bach, un véritable héros de la libération de Riom. Bonjour, bienvenue dans notre podcast historique où nous allons parler de Jean Bach, l'ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quel était le rôle de Jean Bach dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale ? Mon arrière-grand-père était un résistant actif. Il était responsable des francs-tireurs et partisans dans le Puy-de-Dôme. En fait, il imprimait et distribuait des tracts clandestins pour inciter la population à s'organiser contre l'occupant nazi et aussi le régime de Vichy. À quelle date, pas forcément précise, a-t-il rejoint la résistance et dans quelles circonstances ? En fait, il s'est engagé dans la résistance le 25 août 1940 après sa démobilisation. Et il a imprimé son premier tract dans une cabane sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Quels étaient les principaux collaborateurs de votre grand-père dans la création des tracts clandestins ? Ses principaux collaborateurs, c'était Charles Boulaton et Rémy Jamet, avec qui il a imprimé son premier tract. Et il y avait aussi Roger Champrobert et Louis Cuoc. À eux quatre, ils formaient l'un des premiers noyaux de résistance locale. Quels étaient les messages des tracts distribués par Jean Bach et ses camarades ? Les tracts visaient à inciter la population à s'opposer à l'occupant nazi et au gouvernement de Pétain. Ils appelaient à l'organisation contre la collaboration et à la lutte pour la liberté. Comment a-t-il été arrêté ? Pourquoi ? Et quelles sont les conséquences de cette arrestation ? Jean Bach a été arrêté le 25 novembre 1940, dénoncé par un de ses camarades après avoir distribué des tracts, notamment un où il était écrit que le gouvernement soviétique n'avait pas à entrer en guerre pour sacrifier ses travailleurs. Par la suite, il a été incarcéré pendant 150 jours dans des conditions terribles et condamné à 4 ans de prison par un tribunal militaire. Quel rôle il a joué au sein du Parti communiste avant et pendant la guerre ? Alors, c'était un militant communiste engagé avant la guerre. Bien qu'on ne connaisse pas la date exacte de son adhésion, il a joué un rôle important dans l'organisation des premières actions et de résistance dans la région. Quelle a été l'implication de votre arrière-grand-père dans l'organisation de l'évasion des prisonniers ? Je sais qu'il a aidé des prisonniers de guerre évadés à traverser la ligne de démarcation. Et il a également transporté des armes et des munitions en vue de futures actions contre l'ennemi en 1940. Comment a-t-il contribué à la mémoire de la résistance après la guerre ? Mon arrière-grand-père a été président de l'association des anciens internés et déportés après la guerre. Et ensuite, en 1994, il a participé à l'inauguration du musée de la Résistance,
de l'internement et de la déportation à Chamalières. Qu'est-ce qu'il montre? Que Jean Bach est un leader actif dans les réseaux de la résistance. Il a formé l'un des premiers groupes de résistance locale. Il a organisé aussi des opérations de distribution de tracts, contribué à l'évasion de prisonniers et participé à des actions armées. Sa persévérance, même après son incarcération, prouve son rôle de leader. Merci. Je vous remercie pour cette interview et de nous avoir donné plus des infos sur la vie de Jean Bach. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir de participer à votre podcast historique et de répondre à vos questions. Il est évident que les dures épreuves subies dans les prisons, les centrales et les camps, sous l'occupation, ont laissé de profondes séquelles sur l'organisme des rescapés. Qui pourrait en douter? S'il nous fallait un exemple, je citerai la triste fin de mes 2 compagnons de combat et de souffrance avec lesquels j'ai été arrêté le 25 novembre 1940 et condamné le 2 mai 1941. Charles Bolaton et Célestin Dumas, 2 courageux patriotes qui n'avaient pas craint, à un moment particulièrement difficile de prendre à bras le corps, leur propre destinée et celle de la patrie, qu'ils pouvaient concevoir privés de liberté. 2 solides gaillards, bâtis pour vivre longtemps, et pourtant, ils sont morts. Jeunes encore. Ils sont morts sans égard, ni reconnaissance, en se heurtant jusqu'à leur dernier souffle, au barrage cruel des discriminations. Tel a été le sort réservé à ces 2 authentiques soldats de libération dans une France libérée. Est-ce pensable? Est-ce possible? Beaucoup de nos camarades sont morts durant leur détention. Au bout d'1 mois, de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, d'autres après leur libération au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, en général entre 30 et 50 ans, sans jamais avoir retrouvé le rythme d'une vie normale. C'est bien la preuve, s'il en était besoin, que l'homme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, n'est point fait pour être emmuré et privé de nourriture, ni pour être harcelé jour et nuit par la peur et la violence. C'est ainsi que notre journal sur Camus TV s'achève. Nous vous avons présenté la libération de Riom et de Clermont-Ferrand, mais il y a eu aussi des événements similaires dans de nombreuses communes du Puy-de-Dôme. Nous avons également une pensée pour toutes les personnes ayant participé à la libération de notre territoire. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous quittons sur ces belles images d'un bal organisé par Clermont-Ferrand à la place de la Victoire, en souvenir de ces événements historiques.